Celui qui se perd dans sa passion est moins perdu que celui qui perd sa passion. Je ferai toute ma vie ce que j'aime et je ferai pas un métier contraint ou forcé. Pratiquer les arts martiaux, ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Ça m'a boosté, mais sur tellement de plans. Ça fait 8 années que j'ai pas un seul étudiant en classe prépa qui m'a dit vouloir devenir professeur. Bonjour! Aujourd'hui, c'est la FAQ de Blablaro. 50 000 abonnés les amis. Merci du fond du cœur. Merci à tous, merci à toutes. Franchement, ça fait tellement plaisir. Je vais pas vous mentir, au début, je m'étais dit je ferai jamais de FAQ ou de vlog. Vraiment, c'est deux trucs que en général, je supporte pas sur YouTube. Et puis en fait, à force que vous me demandiez, que j'y réfléchisse, je me suis dit, bon, ça peut être sympa après tout, parce que c'est toujours une bonne chose qu'on fasse connaissance. Et je suis très reconnaissant à tous ceux d'entre vous, tous les fidèles qui depuis longtemps voilà, partagent les vidéos, commentent, etc., font en sorte de faire connaître ce travail. Donc merci du fond du cœur. Merci aussi à tous ceux qui nous rejoignent, c'est vraiment cool. J'ai plein de beaux projets qui arrivent. Et bref, aujourd'hui, du coup, l'idée, c'était de faire une foire aux questions, d'apprendre un peu mieux à se connaître, parce qu'il y en a plein qui m'ont envoyé des questions, que ce soit sur mon parcours d'études, sur le métier de prof, sur le youtubeur, sur le coach sportif aussi. Donc bref, on va essayer un petit peu de répondre à tout ça en passant un bon moment. Donc écoutez, par quoi je commence? J'ai regroupé vos questions là sur la tablette. Et voilà, vous avez donné beaucoup de vous-même, alors c'est à mon tour. Pour les nouveaux, ça permettra de faire connaissance. Je rappelle que, comme dans toutes les vidéos, je mets les timecodes en description, donc s'il y en a certains d'entre vous qui veulent seulement une partie de la vidéo, qui sont intéressés plus par un aspect qu'un autre, eh bien, vous pouvez vous y rendre. Alors, première question. Est-ce qu'on peut boire une pinte sans coude et sans paille? Putain, ça commence bien. Bougez pas. Non, décidément, ça doit pas marcher. J'espère qu'on aura des questions plus intéressantes. Quel âge as-tu? 36 ans. Depuis combien de temps enseignes-tu en classe préparatoire? Ça fait 13 ans. À quel âge es-tu devenu professeur de prépa? Ben, du coup, là, ça fait 36 moins 13, 23 ans. Et autant vous dire que quand j'ai commencé à faire ce boulot, c'était plutôt très fréquent d'être pris pour un élève. J'ai un souvenir de la première année où je faisais mes photocopies, il y a un collègue qui arrive et qui du coup me prend pour un étudiant et dit « Ah mais qu'est-ce que vous faites là, jeune homme? Sortez de là immédiatement ». J'étais « Ah bah, en fait, je photocopie les documents de cours pour mes étudiants, mais bon, voilà ». Bref. Aujourd'hui, heureusement, ça m'arrive un petit peu moins souvent. J'anticipe un peu la question, mais les gens se demandent souvent, est-ce que le fait d'être jeune, ça pose pas souci vis-à-vis des élèves, de l'autorité et tout? Bon, aujourd'hui, beaucoup moins. Mais même à l'époque, en réalité, faut pas s'encombrer avec des critères inutiles, avec ce que peuvent penser les uns, les autres et tout. Vous savez quoi, les étudiants, ils veulent juste un bon prof qui les encadre bien, qui fait un cours de qualité et que le prof, il ait 23 ans ou 50 ans, franchement, il s'en tamponne. Te souviens-tu de tes premiers élèves? Mais alors, carrément que je m'en souviens, et en fait je pense que je me souviens de tous mes élèves, même si alors des fois quand je recroise un ancien, voilà, des fois il faut le temps que je remette le nom, mais je pense vraiment que je me souviens de tous mes étudiants, et j'ai des super souvenirs sur bon, globalement à peu près toutes les promos, mais les deux premières promos que j'ai eues en particulier, oh là là, qu'est-ce qu'on rigolait. Bah après, parmi mes anciens étudiants, dans les chimistes, il y en a avec qui j'entretiens des liens, certains qui sont devenus des collègues. Il y en a un par exemple qui fait passer d'école dans ma classe, coucou Théo si jamais tu regardes la vidéo. Parfois je retombe sur des anciens étudiants de manière complètement inattendue. Voilà, cet été je suis au Hellfest et boum, je tombe nez à nez avec une ancienne étudiante, bref, coucou Clémentine si tu regardes cette vidéo. Enfin donc ouais c'est cool, mais oui je pense que je me souviens même de tous mes étudiants. Pour l'instant, pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Tu as fait quelle prépa? Ah, une prépa, vous êtes fous vous, j'ai pas fait de prépa moi. En fait non, j'étais vraiment pas attiré par ce modèle-là des classes préparatoires. À vrai dire, je connaissais pas parce que mes parents, ils ont des professions qui n'ont aucun lien de près ou de loin avec les classes prépa, donc à part ce que j'entendais dessus, voilà. Et pour être tout à fait franc avec vous, j'avais pas un très bon a priori sur les classes prépa à l'époque. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard, mais pour moi c'était hors de question de mettre les pieds dans un délire comme ça. Même si aujourd'hui j'ai changé d'avis. Très franchement, j'aurais pas été un profil adapté pour m'épanouir en classe prépa. Pour autant, aujourd'hui j'ai complètement changé d'avis sur cette formation qui est quand même extrêmement qualitative et qui en fait est beaucoup plus humaine que ce que je pensais. Pour autant, je maintiens que j'avais pas le profil de réussir en prépa et j'ai très bien réussi mes études en allant à l'université. Donc voilà, donc du coup pour répondre à la question, j'ai été à l'université Paris-Sud, donc à Orsay, et ENS Cachan ensuite, quand j'ai intégré le magistère. Et justement, j'ai eu la question, pourquoi l'université plutôt que la prépa?
Pour être tout à fait franc avec vous, déjà, j'étais un peu plus occupé à faire la fête et à jouer au baby-foot que à bosser mes cours. Donc c'est un premier point qui fait qu'en général, ça aurait pas fonctionné en prépa. Si vous voulez, j'étais un peu le profil d'étudiant très bon en maths, physique, chimie, avec des très grosses notes dans ces matières-là, et plutôt médiocre dans les autres matières. Un peu le genre d'étudiant à choisir ses matières, à sécher les cours. Bref, je vous fais pas un tableau. Et je le confirme en tant que prof de prépa aujourd'hui, c'est pas le profil d'étudiant qui va bien fonctionner en classe préparatoire. Pour autant, ça veut pas dire que c'est le profil d'étudiant qui va pas bien fonctionner tout court. Bien sûr que si. C'est juste faut trouver là où on se sent le mieux. Et pour moi, l'université, clairement, ça a été un bon choix. Bref, j'ai eu des questions, donc je vais vous raconter après. Est-ce que t'as aimé la fac? Ouais, la fac, j'ai adoré. L'ambiance, les soirées, les baby-foot, les cours aussi. En réalité, je suis arrivé à l'université en première année. J'étais clairement pas un bosseur. Et donc j'avais cet environnement assez cool, mais en même temps des cours qui vraiment ont piqué ma curiosité, que je trouvais vraiment beaucoup plus intéressant qu'au lycée. Ça allait plus loin, on utilisait beaucoup l'outil mathématique. J'étais très matheux moi au départ. Physicien et chimiste, oui, mais surtout j'adorais les maths, quoi. Et bref, donc les cours étaient intéressants. Je me souviens le premier cours de chimie quantique, j'étais avec mon pote dans l'amphi, mais le prof, oh là là, il nous a mis une cartouche, ça allait super vite, c'était complexe, mais c'était passionnant. Et je me souviens être sorti de là, je pense que mon ego en vrai était un petit peu piqué parce que j'étais pas trop un bosseur, mais j'aimais bien tout comprendre quand même. Et je suis sorti en me disant ouh là 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 là, j'ai rien capté au bordel, ce qui était normal, c'était le premier cours de chimie quantique. Et là j'ai souvenir, ouais, on a mis les pieds dans la bibliothèque universitaire, on a chopé des bouquins, on a essayé de comprendre et en fait c'était super parce que voilà, je pense que peut-être je manquais un peu de challenge avant, et en arrivant à l'université, le fait que les cours soient plus challengeants, les TD soient plus challengeants, etc., ça m'a poussé progressivement à m'y mettre. Donc en fait, c'était plutôt une bonne chose. Et voilà. Est-ce que vous allez bien? Nickel, et toi? Peut-on voir vos bulletins de prépa? Bon, donc comme je l'ai dit, moi j'ai fait la fac, et est-ce que vous pouvez voir mes bulletins? Oh, allez, je vous en montre un ou deux. Je vais chercher ça. Je sais pas si c'est une bonne idée que je vous que je vous montre ça. J'ai eu la question aussi quel type d'étudiant t'étais. Et tiens, je vous le mets en photo. Ça c'est mon premier semestre à la fac. Et voilà, j'étais typiquement ce genre d'étudiant. Vous voyez des grosses notes en maths, physique, chimie globalement. Pas mal de notes, 17, 18, 19, bon voilà. Et par contre, clairement, j'étais le genre d'étudiant qui choisissait ses matières. Chimie 191. 0 sur 20, je me demande si ça tombait pas pendant les tournois de baby-foot, je sais plus. Mais en tout cas, clairement, je crois que j'y ai mis les pieds peut-être une fois. Voilà, bon, j'ai pas de quoi être super fier, mais j'étais plutôt comme ça. Et petit à petit, avec les années, je suis devenu un peu plus sérieux, je vous rassure. Ensuite, semestre 2, le voici. Chimie inorganique, il y a un 0. En fait, je crois que j'en ai pas fait un seul. Et alors ça devait pas tomber au moment où ça m'arrangeait. Après, pour ma défense, ils auraient dû mettre aussi une matière baby-foot. Et franchement, ça aurait été trop cool. Et pour ma défense encore, à l'époque, je donnais des cours particuliers. J'avais besoin d'arrondir un petit peu des fois la fin du mois. Et du coup, voilà, il se pouvait qu'une demi-journée par semaine passe à la trappe aussi pour ces raisons-là. Et puis, sport, c'est drôle. 2 sur 20. Et je me souviens, j'y étais 2 fois. Voilà, le prof m'a mis 1 point par séance. Franchement, il aurait pu faire un petit effort. Semestre 3, donc là j'arrive en 2e année. Globalement, plus j'avançais dans mon parcours, plus je me suis mis à bosser quand même. C'est-à-dire qu'L1, j'étais un bon gros glandeur des familles. L2, j'étais un peu entre les deux. Je glandais pas mal, mais je commençais à m'y mettre sérieusement. Là, j'ai pas trop tous les bulletins. J'ai pas ceux de L3, mais j'ai par exemple, le bulletin de Master 1. Voilà, on voit que c'est plus équilibré. Là, je me prends plus des 0 et des 6. Donc voilà. Et bon, la chimie organique, en général, une fois que je m'étais révélé dans cette matière, ça tournait entre 19 et 20 souvent. Donc ça a été vraiment le coup de cœur, mais dès la 2e année, la chimie organique, qu'est-ce que j'aimais ça! Mais qu'est-ce que j'aimais ça, c'était trop cool. Bref, et puis ensuite, il y a eu à la fin du Master 1, après il y a eu les bulletins des concours, peut-être je vous montrerai après. En moyenne générale, globalement, j'ai fait un peu que de montée, donc la L2, je l'ai validée par exemple, je crois avec une mention bien, ouais c'était ça, 14 et des bananes, ou 15 et des bananes, et le L3, je l'ai validé avec mention très bien, avec plus de 16, donc, et j'ai fait que de monter comme ça, parce que en fait plus j'avançais dans les années et plus je trouvais que ce qu'on faisait c'était passionnant. J'avais pas à m'encombrer de matières autres, et ça franchement c'était cool. Peux-tu nous raconter ton parcours? Commencer les études de chimie?
Alors oui, je vous raconte ça. Donc déjà, j'ai commencé, moi la filière que j'ai fait s'appelait à l'époque PCST, pour physique, chimie, sciences de la Terre. Je vous dis pas, alors les sciences de la Terre, moi les cailloux c'était pas trop mon truc. Et il y avait évidemment pas mal de maths aussi, et ça que j'adorais, mais en gros ça, par rapport à une prépa, ça correspond, ça sera pas trop loin du profil PCSI, je pense. Quoi qu'en PCSI, vous n'allez pas faire de la science de la Terre, bande de petits vénards. Non, je plaisante. Je suis sûr que c'est passionnant en plus, mais voilà. Et très franchement, je suis pas arrivé à la fac en me disant je vais faire de la chimie. Je me suis juste dit j'adore les maths, physique, chimie, donc au début gros matheux. Voilà. Et petit à petit, mon curseur s'est plus orienté vers la physique, chimie. Passage en deuxième année, là j'avais le choix entre L de chimie, L de physique, L de chimie, physique, chimie. Je me souviens, c'était très dur de choisir. L'été était vraiment compliqué. J'ai fini par dire allez, je peux pas abandonner ni l'un ni l'autre et je garde L de physique, chimie. On était dans une classe où on était un peu boosté. Fin de deuxième année, je finis une majeure de promo et on me propose d'aller dans une formation renforcée qu'on appelle le magistère. Donc j'étais dans le magistère de physico-chimie moléculaire. C'était super. Et donc là, ce qui est rigolo, c'est qu'ils prennent en gros quelques très bons étudiants de la fac qui vont mélanger avec des étudiants de prépa, dont une dizaine à peu près sont normaliens, donc ont eu le concours de l'école normale supérieure, et puis d'autres étudiants de prépa. Donc là, je vous raconte pas un peu le choc des civilisations, voilà, quand on arrive dans le magistère, parce qu'il y avait des étudiants de fac un petit peu, peu moins rigoureux, en tout cas comme moi, qui des fois vont choisir les cours, machin, enfin bref, on n'était pas éduqués à la même enseigne, on va dire. Peut-être un peu plus d'autonomie, mais un peu moins de cadrage, etc. Et en face, les étudiants de prépa qui, eux, pour eux, sécher un cours, c'était impensable, faisaient pas forcément le tri dans les cours, mais par contre, ils arrivaient avec énormément de connaissances, des facilités sur certaines parties. Très intéressant, du coup, cette rencontre de profil. En fait, je dirais que nous, on est devenus de plus en plus sérieux, et eux, ils sont de plus en plus détendus, si bien que au bout d'un an, on voyait plus forcément autant cette différence. Moi personnellement, ça m'avait été profitable d'être mélangé avec des étudiants de prépa, mais en L3, donc là où on va dire que j'étais j'étais un peu plus prêt à bosser, un peu plus sérieux sur les études, peut-être un petit peu moins à la cafette au baby-foot. Et du coup, super expérience et ouais, c'était vraiment top. Donc ce magistère de physico-chimie moléculaire, au passage, il existe toujours. C'est vraiment une super formation qui peut vous former pour la recherche et pour aller passer l'agrégation de sciences physiques. Donc voilà, je sais que les étudiants de prépa en général vous filez tout droit vers des écoles d'ingénieurs, mais sachez qu'il y a aussi ce type de formation à l'université qui sont des formations renforcées, qui sont vraiment hyper intéressantes. S'il y en a encore qui veulent être profs, mais bon, ça c'est un autre sujet. Je dis ça, mais moi ça fait 8 ans que j'ai pas eu un seul étudiant qui veut être prof, ce qui est un crève-cœur, je ne vais pas vous mentir, mais en même temps, voilà, je les comprends. Donc oui, le magistère de physico-chimie moléculaire, c'est une formation qui prend Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5. Donc le L3 et le Master en fait. Et voilà, encore une fois, moi j'ai adoré. Je vous mets des liens pour ceux qui voudraient aller voir, si jamais il y en a parmi vous qui voudraient faire ça. C'est exigeant comme formation. Si vous aimez les sciences, si vous aimez la chimie, c'est vraiment top. Ah oui, et pourquoi la chimie ? En vrai, c'est à la fin du L2, donc c'est avant d'aller au magistère, avant de rentrer en L3, où là j'ai dû vraiment choisir. Parce qu'en L3, je pouvais pas garder et physique et chimie, et donc j'ai pris le magistère de physico-chimie moléculaire, qui en fait c'est vraiment de la chimie, mais avec de la chimie physique, mais en gros, il n'y a pas vraiment ou quasiment pas de physique pure, mais c'est à ce moment-là que j'ai dû vraiment faire un choix tranché. Avec la chimie, ce qui me passionne en fait, c'est de comprendre le monde, mais dans son échelle microscopique, et voir ensuite comment ça émerge, nous dans notre échelle, mais c'est juste incroyablement passionnant. Et donc l'échelle microscopique, c'est la chimie organique, c'est la chimie quantique, c'est vraiment comprendre les arrangements moléculaires, bref, c'est ce qui t'explique comment la matière, elle se structure, comment elle se transforme. Aujourd'hui, je suis toujours aussi passionné, si ce n'est plus, que quand j'étais étudiant. La physique, à un moment, j'ai été obligé d'arrêter. C'était difficile parce que j'adorais la physique. Mais voilà, il a fallu choisir. Au final, c'est par l'intermédiaire de ces camarades de promo que j'ai vraiment découvert l'univers des prépas. Alors, pas vraiment découvert de l'intérieur, parce que je l'ai vraiment découvert de l'intérieur en étant professeur, mais c'était eux qui me racontaient voilà comment ça s'est passé, machin, etc. Mais sinon, pour moi, c'était un univers qui était un peu inconnu. Et donc là, j'apprends que il y a des gens dans la même formation, ceux qui sont normaliens, qui sont rémunérés tout en étant étudiants. Ce qui est génial. Je me dis, waouh, truc de fou. Et là, j'apprends qu'on peut passer ce qu'on appelle le concours 3A, donc c'est en fin de Master 1, pour rentrer à l'ENS en tant qu'étudiant normalien. Donc là, je me mets à fond là-dedans, je me dis, oh yes,
hyper intéressant. Bon, clairement, j'étais étudiant. Si j'arrivais à avoir ce concours, le fait d'être rémunéré, déjà, ça me permettait d'être autonome financièrement, ce qui est quand même génial, et de plus aussi avoir à donner de cours particuliers, sachant que derrière, je voulais préparer l'agrégation, plutôt une bonne chose. Et de l'autre côté, si j'avais le concours, ça me permettait d'intégrer automatiquement la prépa agrég de l'ENS Cachan. Donc super. Donc je me mets à fond dans ce concours-là pendant l'année de Master 1, je bosse comme un dingue, là vraiment... Je bossais. J'avais une stratégie un peu particulière, c'est-à-dire que j'allais quand même au cours du Master 1, mais le soir je rentrais, je bossais pas ces cours-là, je bossais ce que j'avais prévu de bosser pour le concours, et les partiels, je me dis j'y vais comme ça, mais au final je m'entraînais tellement que que ça le faisait. Je pense que je tournais, j'étais à 13-14 heures de boulot par jour, j'y allais vraiment comme un... Là j'avais trouvé mon rythme, c'est-à-dire que la prépa je l'ai pas faite. Je l'ai faite à bac plus 4 plus 5 finalement. Ça a très bien fonctionné, je suis sorti majorant de ce concours, donc j'ai intégré ensuite la prépa agrég en tant que élève normalien, donc ce qui était plutôt cool. Et très franchement, c'était un gros rythme et je me maintenais à l'époque, je commençais à bien progresser au niveau arts martiaux et je m'entraînais toujours 1 heure à 2 heures par jour pour me maintenir en forme, vraiment faire un break souvent en fin d'après-midi. Et ça, je le conseille à tout étudiant qui passe des concours, c'est-à-dire que de couper le sport, c'est jamais une bonne solution. J'aurais pu arrêter le sport et bosser 1 heure de plus, mais en vrai, ça m'aurait juste fait craquer, j'aurais perdu de l'efficacité, j'aurais été fatigué. C'est pas une bonne chose. Donc, gardez vraiment ce temps qui est très précieux. Et c'est vrai qu'après, je bossais énormément, donc je suis arrivé le jour du concours, j'étais effectivement très compétitif parce que je me faisais des semaines je bossais 7 jours sur 7 et 12 heures minimum par jour, des fois 14. Donc vous faites le calcul, ça va vite. Ça fait des grosses semaines, sûrement l'année où j'ai le plus bossé. Et donc la même année, je m'entraînais beaucoup en arts martiaux parce que j'avais commencé le Kung Fu Jeet Kune Do il y a déjà un moment et j'adorais ça, donc je m'entraînais tous les jours et ça me faisait vraiment ce sas de décompression dont a besoin n'importe quel étudiant qui travaille beaucoup. Et je me suis tellement entraîné que mon maître, que je salue au passage, m'a dit « Attends là, tu passes ta ceinture cette année ». J'étais « Mais attends, j'ai mon concours et tout, tu peux pas tout mettre en même temps ». Bon si. Et du coup, la fin de cette année s'est soldée par... j'ai reçu au concours de l'ENS Cachan, major du concours, et j'ai passé mon grade de ceinture noire instructeur en Kung Fu Jeet Kune Do, et je suis également sorti major de promotion. Donc j'avoue, 2009, très grosse année, beaucoup de succès, beaucoup de sacrifices, mais beaucoup de succès à la clé. Donc très très riche. Et je dirais que ce qui est marrant, c'est que là, on est 14 ans plus tard, ouais c'est ça. Et ces 2 piliers finalement, qui m'ont demandé beaucoup de travail à l'époque, sont toujours les 2 piliers sur lesquels je construis mes passions. Et donc ça, j'en suis hyper reconnaissant parce que c'est un plaisir immense. Je sais que j'ai énormément de chance de faire ce que j'aime. Celui qui se perd dans sa passion est moins perdu que celui qui perd sa passion. Saint-Augustin qui a dit ça. Bref, je suis hyper reconnaissant de pouvoir vivre comme ça des activités autour de mes 2 passions. Et franchement, j'y reviens encore une fois, mais pour ceux qui passent les concours, qui ont beaucoup de travail, moi personnellement, ça peut être autre chose, mais pratiquer les arts martiaux, ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Ça m'a boosté, mais sur tellement de plans, évidemment au niveau physique, au niveau fatigue, etc., mais au niveau mental, détermination, acceptation des difficultés, surmonter les difficultés. Dans l'art martial, vous avez une dimension importante qui, moi, m'a pas seulement permis de progresser dans les arts martiaux en m'entraînant, mais dans toutes les parties de ma vie. L'art martial, c'est pas seulement l'art du combat, c'est aussi l'art de vivre et de partager. Bref, je peux que vous recommander d'en pratiquer. Bon, et donc voilà, la 5e année, je rentre en prépa agrég à Cachan, et donc là, c'est agrég le matin, agrég le midi, agrég le soir, agrég la nuit, enfin bref, non, c'est... Voilà, en gros, préparation de concours, on bosse tout le temps, mais super année que j'ai adorée parce que l'année de la prépa agrég, elle permet vraiment de resynthétiser et d'approfondir tout ce que vous avez appris les 4 années d'avant. C'était absolument génial. J'ai adoré l'année de prépa agrég. Et puis il y avait une bonne ambiance de promo. Je salue d'ailleurs mes camarades de l'époque qui pour certains maintenant sont des collègues et c'était vraiment super. Je garde un très très bon souvenir. Bref, donc là je suis arrivé hyper bien armé parce que l'année d'avant du coup j'avais bossé comme un dingue sur le concours de l'ENS Cachan et du coup prépa agrég, j'avais déjà bossé à fond la chimie. Donc en fait pour l'écrit, j'avais plus qu'à bosser la physique, j'ai taffé que la physique pour l'écrit quasiment. Pour l'oral là, il y a les leçons, les montages, il y a beaucoup de travail. Et bref, ça s'est super bien passé. J'ai retrouvé le bulletin de notes. Donc en gros le CAPES, alors je l'avais passé pour réchauffement, donc ça me donnait ça. 20 en chimie et 17 en physique, et j'ai pas été à l'oral parce que le but c'était pas d'aller forcément jusqu'au bout. Et sur l'agrég, j'ai très bien marché sur les écrits. Donc le 20 en chimie, c'était la chimie organique.
19 en physique et 18 en chimie générale. Et puis ensuite, bon, l'oral, j'ai fait quelques petites boulettes, mais au final, ça m'a permis d'atteindre un très bon rang. Et donc là, poum, tout de suite, je suis rentré le jour des résultats. L'inspection recevait, je crois, cette année-là, les 6 ou 7 premiers. Et ils m'ont proposé un poste en classe préparatoire, et bam. Et j'ai accepté en sachant pas très bien dans quoi je mettais les pieds, et je dois vous avouer que c'était une excellente surprise de voir en fait à quel point cette formation est qualitative. À l'époque, je savais pas trop où j'allais, mais en même temps, j'avais été pendant 3 années mélangé avec des gens qui sortaient des classes préparatoires, et je voyais quand même qu'ils étaient contents de la formation qu'ils avaient eue. Ils avaient l'air de dire que des fois, ils avaient des cours moins carrés à la fac, etc. Bon, pourquoi avoir choisi l'enseignement ? Justement, moi au début je voulais plutôt faire enseignant-chercheur, j'avais trouvé un labo pour faire mon stage de Master 2, etc. Et en fait le jour des résultats de l'agrég, on m'a proposé le poste en prépa, et moi vraiment c'était l'enseignement et la recherche qui me plaisaient. Je me voyais pas être que chercheur, mais c'était enseignant ou enseignant-chercheur. J'ai accepté, et là en fait ça a été juste, mais trop bien. Je me suis vraiment épanoui là-dedans, avec des étudiants vraiment passionnés, passionnants. Donc au final voilà, super, mais j'ai choisi l'enseignement parce qu'en fait j'adore apprendre les choses 2 fois, une fois pour moi et une fois pour les autres, pour retransmettre. J'adore accompagner les personnes qui souhaitent apprendre, les voir progresser, les voir surmonter des difficultés, les aider à trouver des solutions. C'est vraiment quelque chose que j'adore, et c'est pour ça que je suis à la fois prof de chimie et prof d'arts martiaux, parce que c'est dans les 2 domaines qui me passionnent, le fait d'aider les gens à progresser, à avancer me passionne aussi. Donc c'est à la fois, je suis passionné par l'enseignement et aussi par ce que j'enseigne. En réalité, je suis triste que le métier d'enseignant ne soit plus attractif comme ça. Vous savez, quand j'ai démarré l'enseignement, j'avais des étudiants souvent qui me disaient vouloir être prof, etc. machin. Et ça fait 8 ans que c'est plus le cas. Ça fait 8 années que j'ai pas un seul étudiant en classe prépa qui m'a dit vouloir devenir professeur. Ça me fait mal parce que je trouve que c'est un métier magnifique. Et surtout que des étudiants qui vont en PCSI-PC, c'est vraiment le profil parfait pour devenir professeur de physique-chimie. Et d'un autre côté, je ne me vois pas les pousser à aller vers ça si ça vient pas d'eux, parce que je les comprends. C'est vrai qu'entre le métier d'ingénieur et le métier de professeur, il y en a un qui est clairement peut-être plus attractif que l'autre, qui va être moins compliqué parce qu'ils n'auront pas à repasser des concours, qui va être mieux payé. Donc je peux pas trop leur en vouloir. J'aimerais avoir des étudiants qui ont envie de devenir prof, mais voilà, je me mets à leur place aussi et je comprends leur choix, malheureusement. Et dans mon fond intérieur, moi je continue de trouver que c'est un métier passionné, mais n'oubliez pas que je suis prof en classe préparatoire. C'est quand même un milieu très privilégié, mais pour le commun des professeurs, le quotidien est quand même plus difficile, avec des conditions de travail moins favorables. S'il y en a qui veulent être prof, c'est vraiment un métier mais merveilleux, c'est top, quoi. Les gens qui aiment ce métier l'aiment vraiment, se sentent utiles, sont utiles. Enfin bref, c'est magnifique. Je pourrais faire une vidéo juste sur le métier de prof, mais ce que je veux dire, c'est ne le faites pas en espérant que parce que vous avez plus de vacances, vous allez vous la couler douce, parce que malheureusement vous allez être très déçus. J'en connais qui avaient fait ce choix en disant bon, ça a l'air d'être une bonne planque, et au final ça se solde soit par un rechangement professionnel, soit par une dépression. Donc voilà, il faut quand même aimer ce que vous faites. Faut quand même avoir les reins solides, hein. Te vois-tu prof de prépa toute ta vie, ou as-tu d'autres perspectives pour le futur ? Oh, ça c'est une bonne question. Honnêtement, j'adore mon boulot, vraiment je surkiffe, et chaque fois que je vais faire cours, je suis trop content d'y aller. Donc voilà, c'est un plaisir de bosser avec les étudiants. Donc pour l'instant, il n'y aurait pas de raison de changer. Et si les conditions restaient telles quelles, il se pourrait que je le fasse toute ma vie. Maintenant, je suis pas un idiot. Il se peut que les choses changent. On a des réformes quand même ces temps-ci qui vont pas dans le sens d'une amélioration des conditions de travail, ni pour les professeurs, ni pour les étudiants. Donc il y a quelque chose que je me suis promis quand j'étais jeune, et je tiendrai ma promesse, je ferai toute ma vie ce que j'aime. Et je ferai pas un métier contraint ou forcé. Et je vais pas vous mentir, hein, c'est aussi pour ça que je prépare mes armes sur d'autres choses. Si j'ai développé des compétences dans le monde de la vidéo, si j'ai passé mes diplômes pour être professeur d'arts martiaux, si je fais de la formation en ligne, c'est aussi des activités secondaires, mais qui, si un jour les choses tournaient mal, pourraient me permettre en fait de me reconvertir assez rapidement. Mais clairement non, c'est pas dans les projets. Je compte bien continuer d'enseigner en prépa. Maintenant la question elle est qu'à un moment, si le bateau coule, est-ce que tu coules avec le bateau, ou est-ce que tu essaies de construire une barque et d'emmener des potes avec toi? Bon, écoute, nous verrons. Maintenant clairement, si je peux continuer d'enseigner la chimie en classe préparatoire avec des étudiants désireux d'apprendre, j'adore, c'est sûr et certain. Il y a des petites choses que j'aimerais changer, mais j'adore ce métier. Pourquoi range-t-on les PAO en haut alors que ça ne devrait pas être en haut, puisque ça s'appelle des PAO? J'en peux plus de ce type. Ceux qui me suivent sur Instagram comprendront.
Si tu devais choisir un autre métier, ce serait quoi? Et bah, je le fais déjà, je suis éducateur sportif et instructeur d'arts martiaux. Je donne des cours d'arts martiaux 3 fois par semaine, donc bah, je reconvertirai principalement là-dessus. Et bah, au passage d'ailleurs, hein, s'il y en a qui sont à Toulouse et qui veulent venir faire des cours de Kung Fu Jet Kundo, je donne des cours lundi, mercredi, vendredi midi. Je vous mets le lien de la page Instagram en description. Vous pouvez évidemment venir la suivre pour nous donner de la force et me contacter si vous êtes intéressé. Tu dis plutôt méthanal ou formaldéhyde? Et bah, va voir ma vidéo sur les effets de l'alcool, tu trouveras ta réponse. Avez-vous de bons souvenirs de vos années à l'ENS Cachan? Oui. Quel a été ton parcours au niveau des arts martiaux et des sports de combat? Alors, j'ai pratiqué beaucoup d'arts martiaux et de sports de combat. Pour être honnête, je les aime tous. Et je pense que le plus important, c'est de trouver le bon professeur, le bon maître et les gens avec qui on se sent bien. Et moi, ça a été le Kung Fu Jet Kundo avec maître Joe Sade, qui est comme un père spirituel pour moi et que je salue. Le Kung Fu Jet Kundo, ça m'a touché parce que c'est quelque chose d'extrêmement complet. On va toucher à tous les secteurs du combat et puis c'est un art martial. Donc l'art martial, c'est pas seulement le sport de combat, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. D'accord, c'est pas l'art de combattre, c'est aussi l'art de partager, l'art de vivre. C'est beaucoup plus que ça. C'est aussi de la philosophie. Donc j'ai été profondément touché par ça et évidemment, comme je vous le disais, c'est la personne qui vous enseigne, je pense, qui compte le plus. Et donc voilà, mon noyau, mon vrai noyau au niveau des arts martiaux, c'est ça, c'est le Kung Fu Jet Kundo. Ensuite, je vous passe sur tous les arts martiaux et sports de combat que j'ai pu pratiquer. Le deuxième qui est dans mon cœur, c'est le Muay Thai, où j'ai pratiqué beaucoup de Muay Thai, j'ai été m'entraîner en Thaïlande. Et ça aussi, c'est un art martial qui me met vraiment en joie. Quand je pratique le Muay Thai, c'est une manière de bouger aussi qui me correspond. Je me sens en joie quand je pratique ça, donc voilà, c'est fantastique. Et plus récemment, j'ai passé donc mon brevet de monitorat fédéral en Muay Thai, donc je suis instructeur de Kung Fu Jet Kundo et instructeur de Muay Thai. Les cours que je donne, c'est sur la partie Kung Fu Jet Kundo. Mais voilà, quel art martial tu conseillerais pour commencer? Alors moi, mon conseil, c'est vraiment, ne cherchez pas le meilleur art martial. Cherchez le bon professeur et le côté pratique. C'est-à-dire que si vous débutez, ce qu'il faut, c'est pouvoir y aller au moins 2 fois par semaine avec une personne avec qui vous vous sentez à l'aise, avec un groupe avec qui vous vous sentez à l'aise. Et si vous y allez régulièrement, alors vous allez progresser. Et donc vous allez prendre du plaisir, et donc vous allez y aller régulièrement, et donc vous allez progresser, plaisir, nanana. Et donc on crée un cercle vertueux. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est de chercher quelque chose où vous dites, ça s'insère bien dans mon emploi du temps, j'ai été faire le cours d'essai, je suis à l'aise, j'aime bien le professeur, le maître, machin, etc., le coach, et le courant passe vraiment bien. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus important que la discipline. Après, de savoir si on fait du kung-fu, du karaté, de la boxe, je pense que c'est secondaire. Et une fois que vous avez vraiment plus de bagages, là, vous pouvez vous poser des questions un peu plus fines et vous dire, bah tiens, telle manière de bouger me correspond mieux. Mais en vrai, c'est le professeur avant tout qui doit vous correspondre. Je pense que ça, c'est vraiment super important. Et il y a du bon à prendre partout, vraiment, quand c'est bien enseigné. D'où est venue l'idée de mélanger sport et chimie? L'envie de comprendre comment ça marche. En fait, j'aime pas m'entraîner au hasard et pire encore, j'aime pas entraîner mes élèves au hasard. Alors, enfin, ce que je veux dire, c'est que quand je construis un protocole d'entraînement pour moi ou pour les autres, ouais, j'aime savoir quelles adaptations le protocole va générer en fait sur celui qui s'entraîne. Ça me paraît hyper important. Et donc du coup, la biochimie, la physiologie répondent à ces questions et de maîtriser le langage de la chimie clairement pour comprendre tout ça, ça aide. Et tiens, j'en profite tant que j'y suis. La fête de la science cette année, c'est sur le sport et donc je vais donner 2 conférences. Une à Toulouse le vendredi 13 octobre et une à Paris le samedi 14 octobre. Je vous mets les liens en description dès que c'est prêt. Est-ce qu'être un prof qui fait des vidéos sur YouTube change le comportement des élèves par rapport au prof, l'ambiance de la classe, etc. En général, les étudiants, ils aiment bien quand même, mais non, il y a vraiment pas de souci avec ça. Après, c'est vrai que j'utilise pas mal de vidéos en enseignement, je mets des QR codes dans mes polycopiés de cours, et du coup, les étudiants, quand il y a des vidéos en lien avec ce qu'on fait, ils peuvent aller les voir, mais j'essaie de pas surcharger. Et ouais, tous les ans, j'ai des petits retours sympas des étudiants, ou des petites blagues, ou des trucs, enfin bref, franchement, non, c'est que du positif. Donc, est-ce que ça change un peu ? Pour 99% du temps, non. Et puis des fois, voilà, il y a des petits trucs drôles, on se marre bien et c'est cool. Franchement, c'est sympa. Comment avez-vous trouvé le jingle et le nom de la chaîne? Non mais, le jingle, on est loin de la grosse production. Hein. C'est un pote de fac, un soir, je lui envoie un message sur WhatsApp, je lui dis « Ouais, tu peux me chanter ça, j'essaie de faire un jingle », il me l'a envoyé et puis je l'ai toujours gardé. On est très très loin de la grosse production, mais je pense qu'il va être temps d'en refaire un. Sûrement que ça va se faire. Pour le nom de la chaîne, j'avais monté, mon nom de famille c'est Blaro. Bref, et du coup, Blablaro-chimie, j'avais créé ce site-là, blabla pour dire on va causer de chimie, donc blablaro-chimie.fr.
Ça, c'est mon site internet. Et puis, j'ai gardé le nom Blablaro après. Pour être totalement honnête, je me dis que pour les gens qui me connaissent, le nom, il marche bien, j'ai l'impression. Mais qu'en vrai, c'est pas très malin si je veux être trouvé par des gens qui connaissent pas du tout ce que je fais. Et d'ailleurs, je me demande, est-ce qu'il faudrait pas que je change, en vrai, le nom de la chaîne? Et là, je voudrais bien vos avis. N'hésitez pas à me mettre un maximum de... Si vous avez des idées, si vous pensez que ce serait mieux de changer, machin. En vrai, je crois que ça peut toujours se faire. Donc, peut-être qu'il faudrait que j'y pense. Comme là, la chaîne, on va essayer de la développer davantage. Pourquoi vous êtes-vous lancé sur YouTube? Alors, c'était en 2015 avec ma petite classe de 14 étudiants. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à l'époque, on recrutait pas mal d'étudiants qui venaient de l'étranger, qui avaient passé le bac à l'étranger, et donc ils avaient quasiment pas fait ou pas fait du tout de TP de chimie avant le bac. Alors je vous raconte pas la catastrophe en TP pour ces étudiants-là, les pauvres. Alors qu'à côté, ils étaient bien meilleurs en maths que les autres, mais sur la chimie, voilà, c'était vraiment très très limite et voire dangereux vraiment. Et donc à un moment, je me suis dit, bon, comment je vais faire? Je vais leur faire des vidéos pour qu'ils voient les manips avant et que du coup, ils puissent être plus à l'aise. Donc je commence à faire ça. Et j'envoie à la classe, et là je me rends compte que non seulement, bah oui, ça leur sert énormément, mais que même les étudiants qui ont passé le bac, qui ont eu une terminale normale avec les TP de chimie, etc., en profitaient énormément, ils étaient plus rapides, plus à l'aise, ils aimaient bien ça, et là je me suis dit, oulala, il y a vraiment du potentiel dans cet outil-là, et à l'époque, autant aujourd'hui c'est très classique, mais à l'époque, personne faisait vraiment ça, d'avoir des vidéos de TP comme ça de chimie. Et donc j'ai commencé à faire des vidéos d'abord pour mes 14 étudiants. Et après, bah, vous savez, hein, quand on veut rendre un travail visible, il y a toujours une petite appréhension, on se dit ah, je pourrais faire mieux, peut-être perfectionner, etc. Et là je remercie deux très bons amis qui se reconnaîtront peut-être s'ils s'en souviennent, Sandrine et Benoît, qui indépendamment m'ont dit mais vas-y, mets sur YouTube, arrête de chercher à faire le truc parfait. À un moment, faut sauter, faut y aller, faut te lancer. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis en ligne et puis ça a trouvé assez vite un petit public d'étudiants qui aimaient bien ça. Donc voilà comment j'ai lancé le truc sur YouTube. Et très honnêtement, quand on se lance dans un truc comme ça, c'est important d'avoir des personnes autour de soi vraiment qui vont vous encourager dans le bon sens, qui croient en vous, parce que vous en avez toujours aussi, je vais pas mentir, qui des fois peuvent être jaloux, qui des fois vont dire non mais ça marchera pas ton truc et machin. Bref, ces personnes-là, bon aujourd'hui, j'ai réussi à plus ou moins m'en séparer. Mais le fait est, tout ça pour vous dire, entourez-vous de personnes qui vous encouragent et qui croient dans ce que vous faites. Après, évidemment que la réalité, des fois, nous rappelle à l'ordre et que tout ne marche pas. Mais en tout cas, si vous avez des gens qui vous disent que ça marchera pas avant même de vous lancer, ah bah là, c'est sûr que ça marchera pas. Et donc bref, voilà, la chaîne YouTube se lance comme ça. Et puis au bout d'un moment, pendant longtemps, je faisais que des vidéos d'enseignement. Et à un moment, on me dit, mais fais de la vulgarisation, machin. J'ai refusé longtemps et à un moment, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de vulgarisation en physique, il n'y avait pas de vulgarisation en chimie. Donc j'ai dit, allez, je vais faire des vidéos de vulgarisation. Mais du coup, pour que les publics s'y retrouvent, j'ai une chaîne Blablaro au labo pour la vulgarisation et une chaîne Blablaro au tableau pour l'enseignement supérieur. Et maintenant, du coup, les contenus sont bien fléchés. Et pour ceux qui aiment avoir le tout, je regroupe ça sur le site internet blablaro-chimie.fr. Voilà, vous savez tout et du coup, l'aventure est extraordinaire. Et franchement, je me dis 2015, là, ça fait 8 ans. Ça va faire 8 ans, ouais, la chaîne. On peut pas dire qu'en stratégie d'expansion de la chaîne, 50 000 ce soit énorme, hein, mais bon, voilà, il y a eu des trous, c'est une activité en plus, hein, c'est loin d'être une activité principale. Donc, je m'en contente et surtout, j'en retire énormément de plaisir et je me dis, c'est ça le plus important, c'est le partage avec vous et puis moi de prendre du plaisir à le faire. Vas-tu continuer YouTube toute ta vie ? Franchement, aucune idée. J'ai déjà failli arrêter près 1 à 2 fois parce que des fois ça devenait ingérable, parce que c'est beaucoup de boulot, etc. Donc d'un côté, j'aime le faire et j'aime partager tout ça, et de l'autre, il faut que ça devienne moins contraignant parce que c'est vrai que voilà, je suis papa, je suis prof, je suis éducateur sportif, je fais de la formation en ligne, bref, vous avez compris le truc. YouTube, c'est pas ma priorité absolue. Et donc, s'il faut que j'arrive à trouver une organisation où je peux déléguer, et c'est pourquoi d'ailleurs on a monté une association qui s'appelle l'association Laboxygène. Et tiens, je vous montre le petit logo de l'association que normalement vous connaissez déjà, où on a à la fois la partie arts martiaux et la partie chimie. Et donc d'avoir une structure, d'avoir cette association, ça permet aussi des fois d'avoir des partenariats comme avec Média Chimie, etc. Et donc de rentrer des sous dans l'association pour pouvoir déléguer du montage. Le problème, c'est que concrètement, l'association n'a pas suffisamment de moyens et que dès que je me retrouve avec un montage dans les pattes, des fois ça s'étale, ça me fait perdre 3-4 mois d'écriture. Donc oui, il y a un risque que j'arrête, je vais pas mentir, et comme certains l'ont vu, je crois que j'en ai parlé récemment, c'était sur Instagram, là je me laisse 1 an pour relancer la chaîne,
Si je vois que c'est trop compliqué, on verra. Je réévaluerai dans 1 an, mais dans le meilleur des mondes, j'aimerais continuer. Et à ce sujet-là, j'ai donc une page Tipeee sur laquelle j'avais totalement arrêté de communiquer, mais je me dis que finalement, c'est peut-être ça la solution pour qu'on s'en sorte et qu'on continue de produire. Et donc cette page Tipeee, si vous souhaitez soutenir Blablaro Labo, vous pouvez nous faire un petit don, mais juste pour que ce soit clair, c'est pas du revenu pour moi. Je ne me rémunère pas avec ça. Ce que vous mettez sur Tipeee, ça va à l'association Laboxygène, et donc ensuite je l'utilise par exemple pour payer un monteur et pouvoir du coup produire plus de vidéos. Parce que moi clairement écrire, tourner et tout, j'adore ça, mais après le montage, même si je sais faire, en vrai j'ai plus le temps, je peux plus bosser le soir ou le week-end comme je le faisais quand j'étais seul, parce que c'est aussi ça. Quand j'ai lancé ma chaîne en 2015, en fait je vivais tout seul dans mon appart à Paris, donc je bossais une 40aine d'heures pour mon boulot, et je me balançais en 15, 20, 30 heures de YouTube des fois pour avancer les montages. Aujourd'hui je peux y consacrer plutôt 3 à 4 heures par semaine grand max. Donc en gros, ça divise par 5 ou par 10 la puissance de travail que j'ai. C'est jouable si je délègue. Si je peux pas déléguer, faudra faire mes boutiques, effectivement. Et voilà les amis, je crois qu'on arrive au bout de cette vidéo. Pour conclure, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont toujours soutenu. Je veux remercier déjà mes parents. Je veux remercier mon frère, même s'il est plus à nos côtés, malheureusement, je pense à lui tous les jours. C'est lui qui m'a mis le pied aux arts martiaux, c'est lui qui m'a appris le calcul mental avant même que je rentre au CP. et bref, et tant d'autres choses. Ma femme, bien sûr, ma fille, évidemment, mes amis et mes collègues, mes étudiants qui soutiennent tous ces beaux projets. Je voudrais tous vous remercier, je vous envoie que du love. Entourez-vous de personnes positives qui vous font du bien, qui vous donnent envie d'aller de l'avant, de tenter des choses, même si on ne sait pas où ça mène, mais la vie c'est aussi ça. Voilà, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, des commentaires, me dire ce que vous en avez pensé. C'est la première et peut-être la dernière FAQ de cette chaîne. Mais au final, même si au début j'étais réfractaire, ça me tenait à cœur finalement depuis un moment de vous la tourner. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.